avec Martine Biard, qui est historienne, auteure du livre Poste et messagerie en Languedoc de Louis XV à la Révolution de 1789. Nous abordons aujourd'hui le thème du Lunel sous la Révolution. Bonjour Martine. Bonjour chers auditeurs, bonjour Madame Acquier. Alors, à quoi ressemble le Lunel au temps de la Révolution ? Alors bizarrement, Lunel est sous haute surveillance au moment de la Révolution. D'abord parce que ça va être pendant longtemps un fief de la contre-révolution. En fait, c'est vu par Nîmes, Montpellier, Beaucaire et surtout Paris. En fait, ce qu'il faut, pour planter le décor, le mieux serait de parler de la communication justement entre la capitale et notre région en Languedoc. Et c'est pour ça que justement je vais m'appuyer aujourd'hui sur un parcours dans Poste et Messagerie en Languedoc. Donc pour ce faire, je vais vous lire un petit peu comment ça se passait à l'époque pour avoir des nouvelles, parce qu'il faut bien imaginer une société dans laquelle on n'avait pas encore le téléphone, encore moins la radio et la télévision comme aujourd'hui. Ça ne devait pas être simple quand même de communiquer entre la capitale et l'extrême sud de la France. D'autant que les événements étaient quand même en accéléré à Paris. Et donc, au fur et à mesure, les courriers arrivaient. Mais évidemment, c'était un petit peu difficile d'avoir des nouvelles en direct, quoi. Voilà. Alors, il faut s'imaginer donc sous l'Ancien Régime une poste avec des chevaux qui est établie, cette poste donc à raison d'un relais tous les 30 kilomètres environ. 30 kilomètres, c'était l'équivalent de 7 lieues, comme dans les bottes du chat légendaire de Charles Perrault. Donc les bottes de 7 lieues, c'est ça, c'est en fait d'un relais postal à l'autre. Ces relais sont généralement des établissements vastes, avec une grande pièce commune au rez-de-chaussée où l'on peut se restaurer et avec quelques chambres à l'étage où l'on peut prendre du repos ou se soigner. Donc rien à voir avec nos bureaux de poste actuels. Il y a des écuries et des remises qui sont attenantes pour les chevaux, tandis qu'au voisinage se trouvent tous les artisans nécessaires à l'entretien de ceux-ci, comme le maréchal Ferrand, avec aussi du matériel pour les chevaux. Il faut des forgerons, des selliers, des bourreliers, mais aussi des menuisiers et des charrons. Donc chaque fois qu'on a un relais de poste, on a aussi juste à côté des quartiers avec des artisans spécialisés. Tout le personnel du relais, les servantes, les cochers, les valets et les postillons se relaient nuit et jour. Donc c'est un petit peu comme sur les autoroutes. Et logent dans les greniers du relais de poste, comme à Versailles du reste, parce que toute cette domesticité, en fait, y compris à Versailles, était reléguée pour les chambres et puis pour tout ce qui était trousseaux, etc., dans les greniers. Donc les chambres mansardées d'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui correspond à une mode. En fait, ça existe depuis déjà très longtemps, l'idée. Alors le postillon guide les chevaux d'un relais à l'autre et les ramène à leur point de départ. Donc en fait, chaque relais a ses chevaux, a ses propres chevaux. Les maîtres de poste sont propriétaires de leur relais, des montures donc, et recrutent et paient leur personnel. Donc ça suppose déjà d'être quand même assez nantis. Enfin, les maîtres de poste, ce sont des gens aussi qui sont notables déjà. Déjà, oui, des notables, et puis surtout aussi des gens instruits, parce qu'on oublie qu'à l'époque, une bonne partie des Français n'étaient pas alphabétisés. Or le maître de poste, lui, c'est quelqu'un qui sait lire, qui sait écrire et qui sait compter. Oui, et puis il est au contact de l'information qui arrive. Exactement, c'est-à-dire que vous avez tout à fait raison, les relais de poste, c'est aussi en fait les sources d'information premières dès que on arrive et évidemment c'est là qu'on va justement à la source des informations. Alors l'office de maître de poste est une responsabilité gratifiante et enviée qui bénéficie de nombreux privilèges, comme l'exemption de la taille, de la milice, de la corvée,
de la saisie en cas de dette, et se transmet, si Dieu le veut, de père en fils, ou se revend facilement et avantageusement par adjudication. Donc ces relais sont ouverts en permanence toute l'année, avec des montures fraîches à disposition qui permettent de couvrir environ 90 km par jour. Seuls les particuliers portant une permission du roi sont autorisés à courir la poste, c'est-à-dire à voyager en berline ou en chaise à deux, la fameuse chaise poste, et paie cher ce service exceptionnel, donc, parce que c'est un petit peu comme de prendre un taxi, mais sur finalement un rallye. C'est-à-dire un circuit où on pourrait rouler à toute vitesse, quoi, en plus. Voilà, ce qui n'existe plus, bien sûr, aujourd'hui, où au contraire, on a tendance plutôt à baisser la limitation de vitesse. Voilà. Alors, dans le Bas-Languedoc, par exemple, certains relais existent depuis le XVIe siècle. C'est le cas de Lunel. C'est le cas aussi de Baillargues, mais Baillargues à l'époque ne s'appelait pas Baillargues, ça s'appelait Colombier. C'est le cas de Montpellier, de Fabrègues, de Gijan, de Loupian, de Valmagne, de Pézenas, de l'Abégude de Jordi, de Béziers et de Nissan. Voilà, Nissan, on connaît aujourd'hui Nissan les Ansérunes, justement, pour son site historique qui peut se visiter. Voilà. Donc, on a là déjà tout un décor. Alors, les nouvelles arrivent donc de Paris, et là, cette fois-ci, je vais laisser un petit peu la parole à quelqu'un qui a été pour moi un maître, et puis qui a été quelqu'un qui m'a formé, c'est Louis Segondi. J'en profite justement pour dire l'honneur qu'il m'a fait de préfacer donc ce livre Poste et Messagerie qui a apparu donc dans les années au début des années 2000, puisque c'était en 2011, voilà. Lui, il dit que voilà, l'organisation de l'acheminement du courrier est au point donc dans le cadre du XVIIIe siècle. Cependant, sans doute, les affaires ne manquent pas, et malgré une amélioration des conditions de circulation et de la vitesse, les nouvelles mettront une bonne semaine de Paris à Montpellier. On connaît parfois les conséquences de ces décalages. Et là, lui qui est un grand spécialiste de toute la région autour de Montpellier, il cite le cas fin juillet 1794 de la commune de Pignon, où les autorités locales prononcent un fort beau discours à la louange de Robespierre, et il dit, ironie du sort, il vient dans le même temps d'être arrêté et exécuté à Paris le 27 de ce mois. La Révolution a frappé une fois de plus, sans que l'on s'y attende, dans cette bourgade éloignée de la capitale. Cet incident, qui serait comique, si ce n'était la gravité du sujet, permet de mesurer la différence de rythme de vie entre hier et aujourd'hui. De nos jours, la nouvelle aurait été connue jusqu'aux extrémités du monde à l'instant même de son déroulement. Et l'on aurait maudit ce fameux Robespierre. Voilà. Ça, il a tout à fait raison, parce qu'avec les réseaux sociaux, Maintenant, oui, tout va très vite et on commande les choses au fur et à mesure. Donc, c'était pas le cas à l'époque. Alors, quand même il y avait de bonnes nouvelles, on faisait des fêtes. Et alors, ces fêtes, c'était en fait des illuminations. Nos anciens se réjouissaient en illuminant. Alors on mettait des lumières aux fenêtres, ensuite on allumait des torches, et au début donc de la Révolution, tant qu'il y a encore le roi et qu'il a accepté la Constitution, eh bien on fête donc toutes les bonnes nouvelles en faisant des Te Deum dans les églises. Voilà, donc au départ, c'est vraiment ressenti la Révolution un petit peu comme, je dirais, en Angleterre aujourd'hui, c'est-à-dire il y a une espèce de respect à la fois de l'Église, du roi et de ces idées des Lumières qui sont en train de mettre en place une société nouvelle grâce à la Constitution.
D'où l'habitude de se rassembler aussi pour discuter dans des édifices religieux, parce que ça ne paraît pas antinomique, il n'y a pas encore l'idée de laïcité qui pointe, voilà, il n'y a pas encore eu la séparation il va falloir d'ailleurs longtemps avant qu'on en arrive à la séparation de l'Église et de l'État. Donc à Lunel, on a par exemple le secteur des Carmes, le secteur des Capucins, le secteur des Pénitents, qui sont donc des secteurs où les gens un petit peu se réunissent par quartier. Ensuite, on fête aussi les grands événements révolutionnaires en faisant des joutes sur le canal. À cette époque-là, la tauromachie n'est pas encore à la mode, ni les courses camarguaises. J'expliquerai comment elles arrivent, ces fameuses courses camarguaises. De taureaux, en fait, il y a de temps en temps quelques courses, mais ce n'est pas du tout pour des réjouissances. C'est parce que on s'est aperçu que la viande de taureau de Camargue était une viande assez filandreuse, et que si on faisait courir les taureaux donc avant de les abattre, eh bien la viande ensuite était meilleure. Donc il y avait une tradition chez les bouchers, un usage qui était du corébu, quoi, c'est-à-dire de faire courir le bœuf. Enfin bon, voilà. Donc au départ, il n'y a rien de politique, ni d'artistique, ni même de ludique dans cette histoire des bœufs qui courent. Voilà, des courses de taureaux. Peuple français, peuple de frères, peux-tu voir sans frémir d'horreur le crime abhorré, les bannières du carnage et de la terreur? Tu souffres qu'une horde atroce et d'assassins et de brigands, souillé par son souffle féroce, le territoire des vivants, représentant d'un peuple juste, ô vous législateurs humains, de qui la contenance auguste fait trembler nos vils assassins. Suivez le cours de votre gloire, vos noms chers à l'humanité, dans le doux temple de mémoire, au sein de l'immortalité, à qui périssent ces infâmes et ces égorgeurs dévorants, qui portent au fond de leur âme le crime et l'amour réprimant. Manne plaintive de l'innocence, apaisez-vous dans vos tombeaux, le jour tardif de la vengeance fait enfin pâlir vos bourreaux. Sous la Révolution française, donc à Lunel, mais aussi je pense dans tout le Languedoc, on joue de la musique et on fait des bals. Et surtout, la nuit, donc, on fait ces fameuses illuminations. Ça s'est vécu comme quelque chose de merveilleux. Voilà. Et alors, justement, à Lunel, il y a beaucoup de contre-révolutionnaires ou même de gens royalistes et assez ultras qui ont commencé déjà à se réfugier dans les marais du Péquet, c'est-à-dire en allant vers Aigues-Mortes. Et donc, dans ces marécages, aux alentours de Lunel, il y a des espèces de communautés donc qui se cachent dans les joncs, les roselières. Et ces royalistes, donc, de temps en temps, envoient par des groupes la nuit qui sont censés réveiller la population en criant dans la ville endormie « Vive le roi !» Et alors ça, c'est vécu comme vraiment le comble de l'insolence de réveiller le pauvre monde pour crier « Vive le roi !» malgré tout. Voilà. Donc nous en sommes là, ce qui fait que Lunel a été traité pendant longtemps de petite Vendée. La petite Vendée, mais pourquoi donc? Alors justement, ça c'est le docteur Henri Pigné qui a écrit un livre qui s'appelle Lunel au XIXe siècle, qui a été publié chez Lacour à Nîmes. Qui est apparu donc en 1998, ce livre, peut-être qu'on peut encore se le procurer. Et alors donc dans ce Lunel au XIXe siècle, voilà ce que dit Monsieur Pigné. Remarquons que dans l'Avonage, les républicains semblent à égalité avec les réactionnaires.
Mais dans les terres camarguaises, la population est beaucoup plus catholique. Les marais d'aigues mortes, notamment ceux du Péquet, deviennent le siège d'un véritable maquis, grossi de quelques chiffouniesses d'Arles qui amènent avec eux 6 canons. Quand même. Le Péquet fait figure de petite Vendée, et de temps en autre, ces jeunes envahisseurs, nuitamment, à Lunel donc, en dansant et en criant, arrivent donc en criant « Vive le roi !» Voilà. Et alors, on pense que quelquefois, ils se sont joints justement à ces fameuses courses organisées par les bouchers avant l'abattage, sous le prétexte que ces courses donc de bœufs justifient un rassemblement. Mais c'est là qu'on commence à voir pointer l'idée que peut-être le taureau est associé à une manifestation contre-révolutionnaire, parce que ces fameux royalistes en profitaient pour se joindre à cette espèce de cavalcade, enfin pas de cavalcade dans la ville, mais enfin de course, où on pouvait après difficilement du coup les poursuivre. Voilà. Bon, donc alors ensuite on peut se demander, donc à part justement ce catholicisme qu'on pointe du doigt déjà, en quoi cette ville justement a fait preuve d'incivisme. Alors déjà, il y a beaucoup de Lunélois qui apparemment adhèrent pas trop aux idées révolutionnaires, surtout quand elles les perturbent. Donc par exemple, un monsieur se voit emprisonné pendant 3 jours justement. Alors à l'heure actuelle, je rappelle que la tour des prisons, il est possible de la visiter en allant à l'office du tourisme de Lunel. C'est une visite gratuite et commentée. Donc il y a un monsieur sous la Révolution qui s'est vu mettre en prison pendant 3 jours parce qu'il avait refusé par exemple de monter la garde. Bon. Ensuite, est contre-révolutionnaire aussi le fait de râler parce que l'on doit donner son lit aux soldats de la République. Alors, c'est un lieu de passage, Lunel, donc il y a beaucoup de soldats de la République qui passent soit en direction des Pyrénées-Orientales, parce qu'on craint toujours évidemment que le roi d'Espagne vienne pour récupérer un petit peu le trône, puisque le roi d'Espagne est de la famille des Bourbons. Et puis alors ensuite aussi, il y a beaucoup de troupes aussi qui transitent par Lunel en direction du Var, parce que à cette époque-là, il y a même eu un siège à Toulon. Alors après, vous avez aussi, donc dans ces cas-là, il fallait donner l'hospitalité aux soldats. Et alors ça allait jusqu'à donner sa chambre, c'est-à-dire donner son lit, donner aussi de quoi manger. Et évidemment, la population n'était pas toujours ravie parce que c'était fréquent. Après, il y a aussi des gens qui sont traités de mal intentionnés parce qu'ils continuent de fréquenter des personnes qui sont montrées du doigt parce qu'elles appartiennent à la noblesse. Et en particulier, vous avez la famille d'Henri de Bornier qui, à ce moment-là, avait exercé des responsabilités au niveau municipal et qui, évidemment, s'appelait Bornier, quoi, avec une particule. Alors, on dit que ces gens qui approchent donc les familles à particules, les aristocrates, royalisent.
Max Brunel qui a préfacé donc Femmes de Lunel en Petite Camargue, qui rappelle aussi le rôle des femmes dans cette histoire, et en particulier à l'égard de cette idée qu'il avait fallu aussi pour les curés prêter serment à la Révolution. Et tous n'ont pas été d'accord, bien évidemment. Au début, la Révolution a été bien vue, si on peut parler à ce moment-là de Révolution, mais comment s'est-elle par la suite imposée à Lunel ? Alors, elle s'est imposée à Lunel par tout un tas d'ailleurs de décisions qui venaient de Paris, et en particulier de la montagne, c'est-à-dire les Jacobins qui étaient des centralisateurs et qui donc imposaient dans la province finalement un certain nombre de directives. Et alors à Lunel, eh bien, ça va se manifester par un centre de ravitaillement. Donc Lunel va devenir centre de ravitaillement pour l'armée, avec du fourrage pour les bêtes et des denrées pour les soldats. Ensuite, chez nous, ça va être les cloches des couvents des Capucins et des Carmes qui vont se retrouver enlevées et fondues, les croix en fer forgé qui vont être réquisitionnées par l'armée. Paris réclame des volontaires aussi pour aller défendre la patrie, et à Lunel, puisque je vous avais dit que c'était un fief contre-révolutionnaire, il y a 0 volontaire qui se présente. Alors le conseil municipal quand même essaie de sauver la situation et vote un budget pour aider ces personnes à se rendre au lieu de rassemblement. Ça ne marche toujours pas. Ensuite, on vote un deuxième budget pour que les personnes qui se porteraient volontaires aient leurs enfants pris en charge pendant la durée donc où ils seraient réquisitionnés. Ça ne marche toujours pas. À la fin, on ne sait plus quoi faire parce qu'on fait partie vraiment des communes qui sont à la traîne, qui sont les contre-révolutionnaires purs et durs. La honte du bas Languedoc. Et finalement, à Lunel, on décide de faire un tirage au sort. Alors, le tirage au sort, quand même, ne concerne que les hommes jeunes et les célibataires, mais les célibataires de tous âges. Voilà. Et alors, donc, il y a que à cette condition-là que finalement les gens finissent par se résoudre à partir défendre la patrie. Bon, et on a tout un tas de cas de désertion. Parce que même s'ils sont partis, il y en a qui reviennent. Donc, alors là aussi, ça remplit la fameuse tour des prisons. Et il y en a un, par exemple, qu'on va interroger parce qu'on essaie de se demander si finalement ces attitudes ne sont pas aussi idéologiques. Et il y en a un, alors là, ça vaut la peine de le citer, qui dit de toute façon, moi je ne suis pas revenu pour des raisons contre-révolutionnaires ou parce que j'étais plus royaliste. Il dit, moi ma patrie, c'est ma femme. Voilà. Alors, ce qui lui vaut quand même d'être mis en prison dans la tour, donc du Courbe à la tour. Voilà. Donc, on peut dire que pendant les années, justement, de la Révolution, l'incivisme a caractérisé Lunel, même s'il y a eu des moments où c'était quand même des tensions assez violentes et même dangereuses, puisqu'il y a même eu à un moment donné, sous la Terreur, des maisons où on mettait la nuit des grands A pour montrer que c'était des aristocrates et des P pour montrer que c'était des patriotes. Donc ça nous renvoie à quand même des situations même bibliques, hein. Voilà. Et ça n'a pas entraîné de grandes répressions? Alors, il était difficile de faire la guerre aux frontières à cette époque-là et en même temps de la faire à l'intérieur. Alors, malgré tout, il y a eu des gens qui, un peu comme pendant l'occupation, hélas, ont été des délateurs et qui ont signalé donc, non pas à Lunel, mais à Paris, qu'il y avait des gens à Lunel qui avaient des liens amicaux ou familiaux avec des émigrés.
Et donc, à partir de là, il y a des gens qui se sont fait arrêter et envoyer après sur Montpellier pour justement être jugés et quelquefois emprisonnés ou même décapités. Voilà. Donc il y a eu de la délation dans cette ville. Après, il y a eu également une période de disette, ce qui est assez étrange dans une ville où vraiment, je l'expliquerai dans une prochaine émission, il y avait beaucoup d'atouts sur le plan agricole et viticole. Voilà. Donc, j'espère avoir fait un peu vous nous avez brossé la ville au moment de la Révolution, et donc vous nous parlerez après du développement industriel, puisque je pense que c'est ce qui a suivi. Étant entendu que Lunel est toujours resté très très rural et va profiter de la révolution industrielle, mais d'une façon assez indirecte. Elle va en avoir, je dirais, les avantages sans en avoir les inconvénients. Finalement, c'est une ville qui se tire bien d'affaire, finalement. Oui, mais qui a toujours quand même un côté assez singulier. Parce que même quand tout le monde, semble aller dans un même sens, à Lunel, il y a toujours quelque chose qui fait que c'est pas exactement pareil qu'ailleurs. Eh bien, on va laisser nos auditeurs sur cette attente et nous vous retrouverons la prochaine fois pour parler de ce sujet. Merci beaucoup, Martine.